Écoutez, je vais vous proposer de débuter, tranquillement. Donc une nouvelle fois, bonjour à tous et bienvenue au webinaire «L'arrivée du salarié dans l'entreprise». Donc un webinaire qui s'inscrit, dans le cadre des rencontres extra Net Entreprise, donc une action, nationale où vous sont proposés 19 webinaires cette semaine, donc de l'embauche du salarié à la retraite. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes sur une thématique «J'envisage de recruter, un salarié», d'où un webinaire, co-animé avec la caisse primaire d'assurance maladie. Alors on va commencer, par se présenter. Donc en ce qui me concerne, donc Virginie Orduro-Tixador, je suis chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire et je suis accompagnée d'Antoine, Rochepeau, donc chargé, de marketing, accompagnement des employeurs à la caisse primaire d'assurance maladie. Je suis également, accompagnée de Frédéric, Girard, Isabelle Marnetto et Karine Desnaux, nos modérateurs URSSAF, qui seront là justement, pour vous apporter, des éléments de réponse dans la zone questions et réponses. Alors, comment va se dérouler, le webinaire? Eh bien, c'est un webinaire qui est enregistré, qui va durer une trentaine de minutes. Voilà, et vous aurez aussi la possibilité, de poser, vos questions à travers la zone questions et réponses. L'intégralité donc des webinaires sera à votre disposition, donc les 19 webinaires proposés cette semaine, dans une rubrique dédiée sur le site Net Entreprise. Donc vous allez par ailleurs recevoir un lien qui vous permettra, à travers un emailing, eh bien, de vous connecter sur la page dédiée sur le site Net Entreprise, hein. Tout simplement, à travers une rubrique comités régionaux, vous pourrez bénéficier de l'intégralité des webinaires et des supports qui sont utilisés dans le cadre donc de cette semaine de rencontres extra. Si toutefois vous rencontrez une petite difficulté technique, ça peut arriver, voilà, bah, sachez que le replay donc sera disponible. Alors, au programme de ce webinaire, dans un premier temps, nous allons rappeler le contexte. Pourquoi est-ce qu'on vous propose un webinaire sur l'arrivée du salarié et surtout en co-animation, voilà, avec la caisse primaire d'assurance maladie. Une première partie qui concernera principalement l'URSSAF, avec un rappel, hein, sur la déclaration préalable à l'embauche et les bonnes pratiques. Ensuite, nous zoomerons principalement sur la DSN à travers l'entreprise et ses salariés et l'entreprise et son contrat de travail sur les blocs et les points de vigilance nécessaires. J'évoquerai par ailleurs deux offres de services, hein, du réseau des URSSAF, l'offre première embauche et la visite conseil. Je laisserai la main à mon collègue Antoine Rochepeau pour la caisse primaire d'assurance maladie qui vous apportera la bonne identification des salariés et surtout les incidences que cela peut avoir sur la constitution de l'historique sur les prestations santé. Différents liens utiles et les rubriques contact, hein, justement pour revenir vers nous en cas de précision ou d'interrogation complémentaire. Alors, au niveau du contexte, eh bien, la sécurisation des droits de vos salariés pour nous est une priorité. Alors, comment? Eh bien, justement, par un accompagnement, de nos services et une cohérence entre les données individuelles et les données agrégées qui sont communiquées justement dès l'embauche du salarié. Toute l'incidence, c'est bien dès l'embauche du salarié. Donc, le réseau des URSSAF est déjà engagé dans une démarche de fiabilisation des données agrégées avec la vérification des données et le traitement des anomalies lors de l'intégration de ces données dans notre système d'information. Mais l'unification de la collecte des cotisations par l'URSSAF, hein, qui s'affiche aujourd'hui comme un recouvreur social de référence, a conduit à mettre en place une nouvelle stratégie en matière de fiabilisation des données qui sont véhiculées en DSN. Par ailleurs, aujourd'hui, c'est bien l'URSSAF, hein, Caisse nationale, qui est destinataire des données individuelles qui sont déclarées en DSN et qui endosse le rôle de prestataire de services de fiabilisation des données individuelles vis-à-vis eh bien, des autres organismes de protection sociale. Alors, la fiabilisation des données individuelles et de leur cohérence avec les données agrégées au service des organismes servant les prestations sociales, hein, bah, constitue aujourd'hui pour nous une priorité. Alors, je peux prendre des exemples, hein, la sécurisation des droits en termes de santé, de famille, de retraite, avec un certain nombre d'anomalies l'on peut constater aujourd'hui sur le numéro de sécurité sociale, sur la nature du contrat, et derrière qui ont des incidences aussi sur le calcul des indemnités journalières, la maternité, les allocations chômage, la pension de retraite.
Donc, on souhaite aujourd'hui développer des offres de services afin de vous accompagner dans la compréhension et dans la correction des anomalies avec une fiabilisation des données à la source, donc qui sont déjà intégrées à votre logiciel de paie que vous saisissez. Donc, des outils sont aujourd'hui mis à votre disposition, donc notamment le suivi des SN, le tableau de bord, l'arbre de décision. Je vous inviterai d'ailleurs à vous inscrire au webinaire qui sera animé par Karine Desnaux, ma collègue, mercredi à 11 heures et qui abordera justement tous ces points et les nouvelles offres de services pour vous accompagner dans la démarche. Sans oublier par ailleurs la base de connaissances Net Entreprise, dont vous retrouvez le lien et vous connaissez déjà probablement, pour limiter l'ensemble des erreurs. Alors, la déclaration préalable à l'embauche. La déclaration préalable à l'embauche, c'est bien le premier réflexe à adopter lorsque vous accueillez un nouveau collaborateur. La DPE doit être effectuée avant même que le salarié ait mis un pied dans l'entreprise. Donc, il s'agit bien aujourd'hui d'une obligation réglementaire, mais qui n'est pas intégrée à la DSN, contrairement à certaines idées reçues. Elle génère une information auprès des organismes sociaux. Elle déclenche la visite médicale et couvre aussi un éventuel accident du travail. Je peux prendre aussi un exemple, hein. Si toutefois l'entreprise est sans personnel et une DSN est générée, elle sera rejetée s'il n'y a pas eu de DPE d'effectuer au préalable. C'est bien seule la DPE qui permet d'ouvrir un compte en URSSAF pour enregistrer les données issues de la DSN. Elle est très rapide à compléter. Honnêtement, vous faut quelques minutes, mais nécessaire pour nous et pour bien vérifier l'intégralité des informations communiquées. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet, au niveau de la DSN avec la fiabilisation des données à l'arrivée du salarié. Alors, dès qu'un salarié arrive dans l'entreprise, il est indispensable de bien chaîner toutes les données entre les blocs 6, les blocs 11, les blocs 30 et les blocs 40. Toutes les données en DSN fonctionnent entre elles. Donc, afin de créer l'historique, il faut retracer l'intégralité de ces données. Donc, tout est relié par ailleurs au numéro de contrat qui est mentionné dans votre logiciel de paie. Donc, si on reprend schématiquement, et on va y venir un petit peu plus en détail par la suite, vous avez le bloc 6 qui reprend toutes les informations liées à l'entreprise. Le bloc 11 pour les établissements. Le bloc 30 uniquement concernant les données personnelles donc de l'individu. Et enfin, le contrat de travail à travers le bloc 40 et toutes les notions liées à la quotité de travail. Donc la quotité de travail, c'est un véritable sujet. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Et on vous a proposé aussi une petite vidéo pédagogique pour mieux comprendre les incidences que ça peut avoir au niveau du traitement des données. Alors, l'entreprise et l'établissement. Alors, pour mieux comprendre en fait le fonctionnement d'une DSN, hein, mais Karine, ma collègue, aura aussi l'occasion d'y revenir mercredi. Dans la DSN, les données sont réparties en structures, en blocs et en rubriques. Donc là, pour le bloc 06, on va retrouver toutes les informations liées à l'entreprise, telles que son sirène, son NIC, son code APE, l'adresse, bien entendu, et le bloc 11, l'établissement, donc le NIC, le code APE. Donc là, dans cette illustration, on retrouve un établissement qui correspond au siège, hein, puisqu'on y a l'adresse à Montargis, donc 3 rue Émile Descours, concernant l'entreprise et l'établissement. Mais on vous invite justement à être très vigilant par ailleurs sur un éventuel changement d'adresse. Dans ce cadre, il y aura bien une correction nécessaire dans le bloc 11 et le bloc 6. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous fiabilisez les données et les bases depuis la date de survenance de changement ou de l'anomalie. Ça, à plusieurs reprises, je vais me permettre d'insister, c'est toujours la date de survenance ou de l'anomalie, hein, de changement ou de survenance de l'anomalie qui doit être renseignée pour qu'on puisse bénéficier de tout le chaînage, en tout cas, et qu'on n'ait pas de perte d'information. Maintenant, concernant l'individu. Donc l'individu, donc c'est le bloc non, le bloc 30, pardon. Donc là, les exemples qui sont illustrés à travers donc ce webinaire,
sont dans une profession, donc boulanger, pâtissier. On a un individu, donc Marc Lambert. Et en fait, Marc a pour prénom Marc-André. Donc, il va bien falloir apporter une correction. Donc, le bloc 30, c'est vraiment le bloc où on retrouve le plus d'anomalies. Ce sont toutes les données identifiantes à travers les rubriques justement du salarié. Donc, pour corriger cette anomalie, il faut obligatoirement donc compléter un bloc 30 et un bloc 31 avec une date de modification qui correspond à l'embauche du collaborateur, soit le 1er février 2021, toujours pour reprendre ce chaînage. L'identification des individus en DSN est liée à leur immatriculation, qui consiste justement à leur attribuer un numéro d'identification unique. Donc, le NIR, hein, le numéro d'identification au répertoire, le numéro de sécurité sociale, et le NTT, le numéro technique temporaire, sont des numéros d'identification donc vraiment uniques. Les organismes de protection sociale enregistrent les assurés avec le numéro d'identification au répertoire, donc le NIR, et quand un individu n'est pas en mesure de fournir son NIR, eh bien c'est le NTT, le numéro technique temporaire, qui justement permet de faire le lien avec les éléments déclarés dans les DSN pour le compte de cet individu. Alors, sachant que, attention, comme vous le savez, le numéro technique temporaire ne peut être utilisé que de manière temporaire avec un délai maximum de 3 mois. Et donc, lorsque l'individu n'a pas fourni dans les temps nécessaires à la production mensuelle de la DSN son IR à l'employeur, eh bien c'est dans ce cadre que le NTT peut être utilisé. Le NIR, quant à lui, est automatiquement attribué par l'INSEE, donc à toute personne qui est née en France métropolitaine et dans les DOM, avec plusieurs possibilités. Lors de son premier emploi, sur la carte d'immatriculation lycéen adressée par la sécurité sociale en terminale, au plus tard à 20 ans ou dès la naissance depuis 2010. Et une erreur d'identification entraînera pour l'individu des erreurs, forcément, par ricochet, sur la reconstitution de sa carrière et ses ressources, et sur l'alimentation de ses droits en matière de protection sociale. Donc, je peux prendre l'exemple, en cas d'arrêt maladie, eh bien, la caisse primaire d'assurance maladie va utiliser les données pour créer l'historique. D'ailleurs, mon collègue Antoine réinterviendra sur cette partie-là pour vous apporter justement des précisions pour obtenir le numéro de sécurité sociale. Alors, les numéros sont par ailleurs répertoriés dans le système national de gestion des identifiants. C'est ce qu'on appelle chez nous en fait le SNGI, qui contient eh bien, le numéro d'inscription au répertoire, le numéro de sécurité sociale, qui sont des personnes nées en France et des personnes nées à l'étranger qui viennent travailler en France. Et eh bien, pour vérifier l'identification des individus, eh bien, il y a des contrôles qui sont faits sur l'ensemble des individus qui sont remontés dans cette DSN, donc dans la DSN mensuelle et les signalements. Et afin que leurs données d'identification en fait soient conformes avec celles référencées au sein de ce système, eh bien, forcément, s'il y a une anomalie, tout de suite, elle va ressortir. Donc, en cas de non-conformité entre les données individuelles véhiculées et les données qui sont présentes dans ce système national d'information, eh bien, il y a deux types de remontées qui peuvent être effectuées par le déclarant pour l'informer eh bien justement des écarts que l'on constate à notre niveau et pour l'inviter à effectuer les corrections nécessaires, soit dans la DSN suivante ou par une DSN en fait annulée en place si la correction est effectuée avant l'exigibilité. Alors pour ça, vous avez le bilan d'identification des salariés, hein, le BIS, si ça vous parle, et le CRM identité. Pour votre information d'ailleurs, sachez qu'il y a eu une campagne qui a été menée cet été, une campagne nationale, et on souhaite vous rappeler que pour ceux qui ont un numéro technique temporaire, qui bénéficient par la suite eh bien, de leur numéro de sécurité sociale définitif, il n'y a pas besoin de faire un bloc 31. Voilà. Donc ça, on souhaite insister sur cette pratique en URSSAF. Enfin, c'est vrai qu'on constate un certain nombre d'anomalies sur les apprentis. Certains d'entre vous, vous pouvez être concernés par les apprentis à 16 ans. Et là, ces cas particuliers seront justement présentés par Antoine en seconde partie avec un petit focus pour mieux vous accompagner, éviter donc les anomalies aujourd'hui qui sont traitées par nos services.
Alors, on poursuit avec le salarié et son contrat de travail. Donc après le bloc 30, le bloc lié à l'individu, eh bien, il faut générer le bloc 40. Alors le bloc 40, c'est le bloc contrat. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a un certain nombre, d'informations avec, la date de début du contrat, le libellé, la nature du contrat, si c'est un CDI, un CDD, le lieu de travail, le taux d'accident du travail. Par ailleurs, il y a une information qui est extrêmement importante aussi. Si vous avez un collaborateur qui a une reconnaissance de travailleur handicapé, il faut impérativement compléter la rubrique 40 072. Voilà, c'est le statut du bénéficiaire. Puisque derrière, eh bien, si ces rubriques ne sont pas complétées correctement, eh bien, il y aura des incidences et voilà, sur un certain nombre de points, normalement, notamment dans le calcul des effectifs. Alors, on poursuit sur le salarié et son contrat de travail, pardon. Et c'est là où on aborde eh bien, les fameuses quotités de travail. Alors là, comme je le précisais tout à l'heure, on constate énormément d'anomalies sur la complétude de ces rubriques, sur les rubriques 11, 12, 13 et 14 du bloc 40. Et derrière, il y a des incidences sur le calcul des effectifs, puisque cela génère un impact sur l'assujettissement ou pas à certaines contributions. Donc, notamment des contributions telles que la déclaration obligatoire pour l'emploi de travailleurs handicapés, sur le versement mobilité, sur la contribution de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Donc pour mieux vous accompagner, comme je l'évoquais tout à l'heure, on vous proposera une petite vidéo. Alors sur les données individuelles au contrat, donc il y a 4 principales rubriques. Il y a l'unité de mesure de la quotité de travail, la quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés, la quotité de travail donc du contrat, donc si c'est un temps plein, et la modalité d'exercice du temps de travail. Alors, sur le salarié et son contrat de travail, donc afin justement de mieux vous accompagner dans les règles de gestion liées à la quotité de travail, on vous a enregistré une petite vidéo qui est disponible aujourd'hui sur YouTube. Voilà une vidéo dont vous pourrez bénéficier du lien à la fin donc, du support et qui vous permettra eh bien de mieux comprendre les impacts et de vous sensibiliser sur certaines rubriques. D'ailleurs, si vous constatez une erreur lorsque vous allez vérifier ces éléments, eh bien, comme dans le bloc 30, pour recréer le chaînage, l'historique, vous devez absolument mentionner la date de survenance de l'anomalie ou du changement, puisque forcément, derrière, eh bien, il y a un impact direct sur les droits des salariés. Alors, sur la quotité de travail en DSN, on retrouve notamment la rubrique 40 011 qui, elle, est l'unité de mesure de la quotité de travail. Est-ce que c'est en heures? Est-ce que c'est en journée? On retrouve à travers la rubrique 40 012 la quotité de travail de référence dans l'entreprise pour la catégorie de salariés. Ensuite, dans la rubrique 40 013, eh bien, la quotité de travail justement du contrat et la rubrique 014, modalité d'exercice du temps de travail. Voilà, donc c'est un temps plein, un temps partiel. Si vous constatez une erreur, donc là, on a une erreur sur le numéro de contrat. On a PS 0010 au lieu de PS 001. Eh bien, comme dans le blanc 30, pour recréer le chaînage, l'historique, eh bien, vous devez mentionner la date de survenance de l'anomalie à travers le bloc 40 plus le bloc 41. Donc, dans notre exemple, étant donné qu'il y a une erreur sur le numéro de contrat, eh bien, il va falloir bien mentionner la date de survenance de l'anomalie pour une prise en charge, donc à travers cet exemple, au 1er février 2021, qui est la date de l'embauche donc de notre boulanger qui est illustré donc depuis le début de ce diaporama. Alors, on récapitule.
Donc, au niveau de la DSN, donc vous avez différents blocs qui doivent être correctement renseignés dès l'embauche du salarié ou des corrections d'apporter des blocs changements si oui, justement il y a un changement dans le temps de travail, par exemple, ou un collaborateur qui est en CDD qui passe en CDI. Donc, vous avez le bloc 06 qui concerne l'entreprise, le bloc 11 qui, lui, concerne le ou les établissements, donc s'il y a des établissements secondaires, le bloc 30, individus, accompagné du bloc 31, donc justement du bloc changement si besoin. Le bloc 40 qui, lui, concerne toutes les informations liées au contrat et notamment aussi les quotités de travail en DSN. Et le bloc 41, donc le bloc changement. Après avoir donc zoomé sur et vous sensibilisez sur toutes les vérifications nécessaires à l'embauche d'un salarié, on souhaitait donc vous présenter des offres de services qui ont été mises en place par le réseau des URSSAF pour vous accompagner, donc notamment l'offre première embauche. Donc, cette offre première embauche est un service entièrement gratuit qui vous permet d'être accompagné pendant 12 mois dans vos différentes démarches. Donc concrètement, c'est un accompagnement qui vous permet bien d'avoir une assistance dans toutes vos démarches dématérialisées, une prise en charge très rapide de vos demandes et de vos interrogations éventuelles, d'un accompagnement sur vos nouvelles responsabilités et justement sur toute la réglementation applicable, hein, qui n'est certes pas simple, et puis qui vous permet aussi d'avoir un suivi préventif de notre côté au niveau de votre compte. C'est-à-dire que si on constate un incident de déclaration ou de paiement, on va se permettre de revenir vers vous et de vous donner la bonne ligne de conduite dès le début pour qu'il n'y ait pas de difficultés par la suite. Alors, comment en bénéficier? Directement à travers le site de l'URSSAF en sélectionnant donc un autre sujet et puis la sous-rubrique pardon, être accompagné en tant que nouvel employeur. Vous pouvez bien entendu nous joindre au 0806 833 895. Voilà, là aussi pour bénéficier de l'offre et avoir plus de précision si vous le souhaitez. Et enfin, je terminerai par la visite conseil. Donc la visite conseil, permet aux entreprises, là aussi, de pouvoir bénéficier des conseils d'un spécialiste, en législation de sécurité sociale. Alors en URSSAF Pays de la Loire, le spécialiste, ce sera un inspecteur qui sera amené à vous accompagner. Donc cette visite conseil s'adresse aujourd'hui aux entreprises qui ont procédé à une première embauche depuis moins de 18 mois, et dont l'effectif est inférieur à 11 salariés. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez là poser vos questions liées à la législation, hein, telles que les taux de cotisation applicables, les modalités de calcul des cotisations et des contributions, les exonérations éventuelles. On pense souvent à la réduction générale, hein, qui pose tant de questions, des exonérations spécifiques, les avantages en nature, les frais professionnels. Là aussi, il s'agit d'un service entièrement gratuit et vous pouvez en bénéficier en complétant le formulaire en ligne. Donc, je vais en avoir fini concernant donc la partie URSSAF. Je vais laisser la parole à mon collègue Antoine Rochepeau de la Caisse primaire d'assurance maladie. Merci Virginie, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que c'est le cas pour toi Virginie. Parfait, pas de souci Antoine. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant, pour compléter cette présentation, illustrer la fiabilisation des données DSN dans le cadre de l'arrêt de travail. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, un petit rappel. Un signalement d'arrêt de travail, ça se fait quand? Alors, ça se fait à réception d'un avis d'arrêt de travail initial d'au moins une journée et il faut le réaliser idéalement dans les 5 jours. Cela vaut pour chaque événement qui occasionne un arrêt de travail, une maladie, une maternité, un accident de travail. Et si des arrêts s'enchaînent avec des risques différents, un arrêt maladie puis un congé pathologique par exemple, il faut aussi réaliser un signalement à chaque changement de risque. Alors, si vous voulez plus d'informations sur les bonnes pratiques liées à l'arrêt de travail, je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à la conférence Mon salarié est en arrêt, quelle démarche jusqu'à la reprise d'activité, qui est proposée demain dans le cadre des rencontres extra. Hein, donc demain, mardi 17 octobre à 14 h. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la suite, Virginie.
Voilà. Alors, l'arrivée du salarié dans l'entreprise, c'est le bon moment pour vérifier la bonne affiliation au régime général. Ainsi, il est possible pour l'employeur de s'appuyer sur l'attestation de droit que le salarié peut télécharger depuis son compte Amélie. Et en DSN, il faut aussi consulter chaque mois le bilan d'identification des salariés. C'est un contrôle qui est réalisé à la suite de chaque dépôt de DSN mensuel. Virginie l'a évoqué tout à l'heure. Et en cas d'écart ou d'anomalie, eh bien, un bilan de traitement est généré que l'on peut consulter depuis le tableau de bord DSN. On va passer peut-être à la suivante. Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit sur ce bilan d'identification des salariés, un bilan, il peut être soit OK, mais il peut être aussi OK avec écart ou alors KO. Ce bilan, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il compare à gauche de votre écran des informations remontées du logiciel de paye via la DSN, ce qui correspond notamment au bloc 30 individus qui a été évoqué tout à l'heure. Et à droite, les informations connues dans les bases, le fameux SNJ qui a été évoqué. Donc là, nous avons un bilan qui est OK, mais qui signale des écarts qui peuvent porter par exemple sur le NIR, le numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE, ou alors le nom de famille, la date ou le lieu de naissance. Nous pourrions aussi identifier un salarié qui est non reconnu dans les bases. Alors, il faut savoir que les salariés qui sont déclarés non reconnus ou alors reconnus mais avec un écart, eh bien, ils peuvent faire l'objet d'un rejet en cas de signalement d'arrêt de travail en DSN. D'accord. Et ça peut être aussi le cas pour le formulaire attestation de salaire qui est proposé par l'assurance maladie, le service de dépôt de pièces ou même la déclaration d'accident de travail. Donc il faut ajuster les données de son logiciel de paye pour que les données s'ajustent lors de la DSN suivante, avec par exemple la génération d'un bloc 31, changement d'individu. Alors, on va faire un petit focus, comme Virginie l'a annoncé tout à l'heure, sur la situation de l'apprenti. C'est vrai que c'est un cas spécifique. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. En premier lieu, l'apprenti, eh bien, il a déjà travaillé et est déjà assuré. Auquel cas, eh bien, il faut s'appuyer sur l'attestation de droit qui est fournie par l'apprenti pour vous renseigner sur le NIR qui est à saisir dans votre logiciel de paye. Un autre cas de figure, l'apprenti n'a jamais travaillé et commence son premier contrat d'apprentissage. Eh bien, ce jeune a un statut d'ayant droit. Il n'est pas encore assuré social, c'est-à-dire qu'il est rattaché à ses parents. Il doit donc réaliser des démarches dites d'autonomisation. Il doit compléter un formulaire spécifique. Vous allez avoir le lien qui va être diffusé dans la conversation vers la page amélie.fr qui détaille ces démarches spécifiques. Et dans l'attente d'un numéro d'immatriculation qui soit finalisé et à jour, eh bien, l'employeur, on lui conseille d'utiliser un numéro technique temporaire, le temps que cette démarche aboutisse. Une fois qu'elle sera, ce sera effectif, eh bien, il conviendra de mettre à jour la DSN avec le NIR à la place du numéro technique temporaire. On va ensuite parler de la partie historique sur la slide suivante. Merci Virginie. Alors, on fait ici un point sur l'historique de salaire. Alors, pour rappel, un signalement d'arrêt de travail en DSN, ça permet la reconstitution pour l'assurance maladie d'une attestation de salaire. Alors, il y a tout d'abord les éléments saisis lors du signalement, par exemple le dernier jour travaillé ou la demande de subrogation. Mais il y a aussi des éléments de revenus qui sont issus des DSN mensuelles précédentes et qui permettent de reconstituer l'historique des données de revenus. Alors, pour constituer cet historique, l'assurance maladie, elle s'appuie notamment sur les données du bloc contrat et notamment le numéro de contrat. Donc, si le salarié fait l'objet d'un changement de contrat, eh bien, ils font générer un bloc changement, un bloc 41, comme ça a été évoqué tout à l'heure, de façon à pouvoir assurer cette continuité dans l'historique des données. Et donc, tout changement de contrat sans bloc changement, eh bien, ça va occasionner une rupture d'historique et empêcher la reconstitution de l'attestation de salaire qui se retrouvera en anomalie. Vous allez donc avoir un message d'erreur du type historique insuffisant que vous pourrez retrouver notamment sur votre tableau de bord DSN.
Alors, il y a la situation aussi de la nouvelle embauche, hein, et pour reconstituer cet historique de revenus pour l'assurance maladie, eh bien, l'assurance maladie s'appuie dans ces cas-là sur les données DSN qui ont été communiquées par le ou les employeurs précédents concernant ce salarié qui vient d'être embauché. Je crois que nous allons pouvoir passer au lien utile, Virginie. Oui, oui, merci Antoine. Donc en ce qui concerne les liens utiles, donc on a souhaité voilà, rezoomer sur la rubrique dédiée sur ursaf.fr. Donc vous aurez là aussi les liens hypertextes. La déclaration préalable à l'embauche. La vidéo donc, dont on vous faisait part sur les quotités de travail en DSN, voilà, donc une vidéo disponible sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, vous avez une chaîne nationale au niveau des URSSAF et vous avez une chaîne régionale qui vous permettra là aussi de bénéficier d'un certain nombre de replays et de webinaires sur des thématiques bien précises et des petites vidéos comme on a pu le faire sur les quotités de travail en DSN. En ce qui concerne donc l'assurance maladie, vous avez amélie.fr pour les entreprises. Et toujours, en effet, la fameuse base de connaissances Net Entreprise qui est régulièrement actualisée où vous retrouvez voilà, toutes les informations nécessaires pour vous accompagner. Alors, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, l'intégralité des webinaires donc, qui vous sont proposés cette semaine, donc les 19 webinaires, seront donc stockés sur une page dédiée. Donc, lorsque vous allez sur le site national Net Entreprise, tout en bas à droite, hein, vous avez une rubrique comités régionaux. Quand vous cliquez sur cette rubrique comités régionaux, eh bien là, on vous propose une petite fenêtre dans laquelle eh bien, vous avez replay et foire aux questions. Donc, au fur et à mesure, on va pouvoir alimenter cette base de données et vous partager eh bien, l'intégralité des webinaires. Parce que c'est vrai qu'ils sont assez nombreux, hein, voilà, des webinaires proposés par un ensemble d'organismes cette semaine. Et peut-être que vous ne pouviez pas voilà, vous inscrire à certains webinaires qui pourraient vous intéresser. Donc là, n'hésitez pas à consulter ces webinaires. 4 webinaires sont proposés demain sur un événement dans la vie de mon salarié. Donc Antoine l'évoquait aussi tout à l'heure, hein. Une maternité, un arrêt maladie, une séparation, une baisse de revenus. Donc des webinaires qui demain seront animés par la CARSAT, Caisse primaire d'assurance maladie, Caisse d'allocation familiale et la MSA, donc là pour le régime agricole. Et comment nous contacter? Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'URSSAF, on privilégie les écrits. Voilà, donc à travers votre espace sécurisé, vous pouvez vous connecter justement et poser votre question en ligne, ce qui permet d'avoir une traçabilité et d'orienter la demande vers le bon interlocuteur. Par ailleurs, vous avez toujours aussi notre plateforme dédiée, donc le 39 57. Et en ce qui concerne donc l'assurance maladie, eh bien le 36 79. Alors, au niveau des questions-réponses, alors, je pense que mes collègues, ont pu répondre à un certain nombre de questions-réponses. Là, je commence à les consulter avec des liens donc qui vous ont été, communiqués. Si toutefois vous avez une question plus personnelle, je vous inviterai par ailleurs peut-être à juste mentionner le nom de votre structure pour qu'on puisse vous répondre ultérieurement, puisque étant donné que vous êtes inscrit, nous aurons vos coordonnées. Alors peut-être Virginie, je me permets Oui, d'intervenir. Je vois une question qui est proposée dans l'échange qui concerne, qui mentionne que le SNGI peut remonter des erreurs liées au prénom des salariés. Et l'employeur, lui,
à vérifier cette information et est sûr de son fait, hein, sur la donnée qui est renseignée dans le logiciel de paye. Alors effectivement, hein, quand il y a un écart qui est remonté par le SNGI, eh bien, ça peut être une erreur qui est connue au niveau du SNGI. À ce moment-là, eh bien, l'assuré de lui-même peut apporter des modifications sur nom et prénom ou sur une date de naissance, par exemple, s'il y a une erreur, directement depuis son compte Amélie et ajuster les coordonnées le concernant. Voilà. J'espère que ça peut répondre à la question. Ça marche, merci. Alors, je vois que Karine a publié le lien, voilà, sur lequel tu orientais donc les entreprises connectées aujourd'hui, hein, voilà, assuré/droit, démarche, études, stage apprenti. Donc, voilà, qui vous permettront d'avoir toutes les précisions nécessaires. De mon côté, peut-être quelques précisions donc, que mes collègues experts souhaitent vous communiquer. Donc, vous rappelez que c'est bien le bloc 40 de la DSN qui porte les informations relatives à la durée du contrat de travail, mais la durée du contrat de travail du salarié. Et, mais celle aussi de la convention collective qui est applicable donc aux salariés. Donc, ce sont les règles de gestion d'ailleurs, hein, qu'on a vu aussi tout à l'heure avec les fameux blocs à bien compléter. Par ailleurs, toujours dans le bloc 40, la rubrique 12, donc la quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés, et, elle permet de renseigner la valeur conventionnelle du temps de travail. Et la rubrique 013, elle, la quotité de travail du contrat, donc indiquer là la durée de temps de travail portée au contrat. L'ATIPI, en fait, est souvent liée à la rubrique 013, la quotité de travail du contrat, parce que là, on a un certain nombre d'entreprises qui indiquent parfois la quotité de travail de référence de l'entreprise, y compris pour les salariés qui sont à temps partiel. Donc, c'est là où forcément ça génère une anomalie. On va vous prendre un exemple, hein, un salarié qui travaille à mi-temps et qui est présent tous les mois, tout le mois, eh bien, comptera pour 0,5 dans l'effectif moyen mensuel du mois concerné. Et si l'employeur indique une valeur équivalente à un temps plein, eh bien là, le salarié sera comptabilisé pour 1 dans l'effectif moyen mensuel. D'où ce point de vigilance qu'on souhaitait rappeler, hein, puisqu'il y a des incidences à frais dans le calcul des effectifs et l'assujettissement à certaines contributions. On vous parlait de DOETH, mobilité, formation professionnelle et taxes d'apprentissage. On vous rappelle par ailleurs que la DSN impose une cohérence des informations qui sont déclarées justement dans ces deux rubriques. Et que si toutefois cette cohérence n'est pas respectée, eh bien, les informations qui sont contenues dans ces deux rubriques, eh bien, auront des impacts sur la qualité des données qui sont transmises justement à nos partenaires, à les organismes de sécurité sociale, et notamment aussi dans le calcul donc, des effectifs. Alors là, je vous inviterai encore à consulter donc, les règles de gestion. Vous avez une page dédiée, donc je vais vous transmettre également le lien directement dans la zone conversation pour pouvoir éventuellement revenir sur cette partie-là ultérieurement. Alors, je regarde s'il y a d'autres interrogations. Je vois que mes collègues ont répondu voilà, aux questions dans l'ensemble. N'hésitez pas, on a encore quelques temps ensemble si vous souhaitez poser d'autres questions. Moi, je vais vous partager. Voilà. Hop. Donc, je viens de vous partager le lien sur le calcul des effectifs avec les règles de gestion. Donc, n'hésitez pas là aussi à pouvoir y jeter un petit coup d'œil. Pas d'autres questions, visiblement. On vous invitera bien, justement à scanner ce petit QR code. Voilà, pour nous donner aussi votre avis sur les webinaires qui sont proposés cette semaine. Donc là, un QR code concernant l'arrivée du salarié dans l'entreprise. On a encore une fois souhaité vous sensibiliser sur l'importance que peuvent avoir parfois certaines incohérences sur les droits des salariés.
Donc, malheureusement, derrière, les conséquences peuvent être lourdes au niveau du calcul des indemnités journalières, mais aussi pour la pension de retraite, pour le droit à certaines prestations sociales familiales. Donc, voilà, là aujourd'hui, on contrôle de plus en plus voilà, les données à la source. De nouveaux outils sont là pour justement vous accompagner dans cette démarche, hein, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle démarche. Et je vous inviterai justement à vous connecter au webinaire proposé mercredi pour mieux vous expliquer notamment le suivi des SN. Donc, c'est une nouvelle offre de service qui vous apportera justement quelques précisions sur les corrections nécessaires. Alors, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on clôture ce webinaire? Alors, je laisse mes collègues apporter les réponses sur l'attestation de vigilance éventuellement. Sachez encore une fois que vous pourrez consulter par la suite ce diaporama, hein. Tous les diaporamas qui vous sont présentés cette semaine seront stockés sur une même base. Donc, vous pourrez les regarder voilà, plus facilement et cliquer sur les liens hypertextes qui vous sont proposés pour avoir plus de précision. Antoine, à ton niveau, pas d'autres précisions concernant l'assurance maladie? Je pense que voilà, l'essentiel y était. Et justement, le fait de bien sensibiliser notre public à la fiabilisation des données qui sont enregistrées et qui ont forcément des impacts en vous, côté assurance maladie, des impacts immédiats, voilà, mais sur lesquels il y a un certain nombre encore d'anomalies. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours effectivement au fait que ces petits écarts, ces petits soucis liés à l'identification ou à l'affiliation, eh bien, ont des impacts à moyen ou long terme sur les déclarations liées aux arrêts de travail. Donc c'est vrai qu'un meilleur suivi de ce côté-là permet d'éviter certaines anomalies et donc une perte de temps qui n'est pas forcément souhaitée. Eh bien, on va pouvoir clôturer, je pense, ce webinaire. En tout cas, on vous remercie de votre participation. On reste bien entendu à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des difficultés, hein. Toujours à travers votre espace sécurisé au niveau de l'URSSAF, vous pouvez nous solliciter. Et de même, voilà, en ce qui concerne mes collègues de l'assurance maladie, euh, en tout cas, on va vous souhaiter une bonne continuation et puis n'hésitez pas à nous retrouver dans les prochains webinaires qui sont proposés cette semaine, voilà, en collaboration avec de nombreux organismes de la protection sociale. Merci à tous pour votre écoute et au plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.